Alors, on partage. Tac, Ares, Farid, Sabri, Sido, Idir, Adolo. Alors, attends, je sais pas si. Adolo, voilà. Pip, 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 pim. Salut. Salut HS. Salut Mazdin. Vous m'entendez bien ou pas? Dites-moi si vous m'entendez dans les commentaires ou pas. Bonjour Ara. Live. Oui, eh ben c'est bien. 5 sur 5. On attend un peu que les gens rejoignent. Je suis en train de partager, mais apparemment, le partage de groupe m'a lâché foot. Pourquoi? Je ne sais pas. Tic, 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 tic. Michel. Tac. Paris. Farid Maza. Ouais. Bon. Paris. Bon, je pense que les gens vont recevoir. Salut Chanel. Salut Kada. Excusez-moi 2 minutes. Est-ce que JB est dans les parages ou pas? JB, je ne sais pas s'il va falloir lui... Salut Farid. Salut, salut. Bonjour tout le monde. Tu m'entends bien, toi? Oui. Bah, parle-moi Ouais, aussi. je t'entends parfaitement. Ouais. Parce que je suis pas comme d'habitude. Je suis ailleurs. Ouais, je sais, je sais. Non, mais non, non, ça va très bien. C'est comme d'habitude, comme d'hab. Non, la connexion est bonne ici. Apparemment, Non, ça va très bien. je ne sais pas si notre ami JB aura la même. Parce qu'il paraît qu'à Alger, la connexion est un peu bizarroïde. Je sais pas. Il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison, puisque ça fait quand même 4 jours qu'il est là-bas ou 5 jours, ça a toujours marché, il n'y a pas de souci. Normalement, oui. Ça marche. Ouais. Tu n'as pas Bon assisté hier, tu as voyage. assisté. Tu as assisté Non, hier. j'ai revu le. Non, non, j'ai pas assisté, j'ai revu sur YouTube. J'étais en déplacement hier. J'étais en déplacement, donc j'ai pas pu voir. Et puis je me suis aperçu que. Je l'ai effacé. Oui, Tarbella, vous l'avez effacé? Oui, je l'ai effacé. Je Ah, l'ai mais j'ai eu la publié. chance de. Ah, tu l'as Ouais, vu ouais, tout de ouais. suite. Ah, tu l'as vu tout de suite, Ah, d'accord. Ok. je l'ai vu le soir même, ah, bien sûr. Mais attends, c'est Ah, voilà. celle où j'étais dans l'avion. Absolument, ouais, à l'aéroport, ensuite dans le cockpit, bah, tout le début de votre voyage. Je l'ai effacé pour éviter parce qu'il y avait des trucs personnels, il y avait l'hôtesse, des trucs et tout. Donc j'ai préféré enlever Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Oh, moi je J'y ai l'ai pensé toujours. par rapport aux femmes et tout, je me suis dit. Ouais, moi je l'ai, hein, je l'ai toujours. Mais bon, sur le YouTube, j'ai préféré l'enlever. Voilà. Notre ami Ah, JB, t'as bien fait. notre ami JB est là. Il va monter. Salut, Mourad. Salut les amis. Ça va? Alors j'active la Salut, Captain Viana. caméra, je fais Vous l'avez passé Le comme temps. modérateur ma petite magouille, ma petite Et tambouille. parce que hier, j'avais des difficultés pour faire monter du monde. passé, vous l'avez passé comme modérateur ou pas? Pas Alors, encore. Ça y est, oui.
Ah, très bien. Si tu connais, si fallait tu connais du monde, je te mets en modérateur aussi si tu veux. Bah, pour l'instant, je sais pas quoi vous dire. Je connais du monde, c'est-à-dire connaître du monde. Ouais, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de monde que je connais sur le chat, les faire monter et être sûr que Voilà. c'est des gens sérieux, quoi. C'est ça que vous voulez dire. C'est ce que je voulais dire exactement. Ouais, on peut le faire, hein. Parce que, parce que je sais pas si tu te Non, non, bien rappelles. sûr, non, mais j'ai bien compris. Je sais pas si tu te rappelles, mais bon, là, nous faisait monter à droite à gauche, hein. Ouais, des sacrés énergumènes, hein, des sacrés énergumènes, c'est vrai. Ça va, JB? Ça va, oui. Bonjour Farid. Je vous ai dit bonjour, vous m'avez pas Alors, entendu, Captain Vérin. Bonjour, bonjour. ah pardon, bonjour Farid, ça va? Pas de souci, ça va très bien, et vous-même? Choubi 75, je pense qu'il y avait une dépressurisation dans un avion hier soir, je sais pas si c'est hier soir ou. Mais bon, Il y a eu une dépressurisation sur un high fly qui faisait Alger-Istanbul. Et puis, alors, il y a un gros buzz sur la remise de gaz à Marseille le 11 septembre. Bon, ben, oui. il se trouve que c'est une grosse faute du contrôleur, c'est tout, hein. Il n'y a pas de, il y a pas autre chose, hein. Il a autorisé l'avion, le 37 d'Air Algérie à se poser alors qu'il y en avait un sur la piste. Voilà, Heureusement, certainement qu'il y a un autre contrôleur à côté qui a corrigé le tir, quoi. exact. Salam, Spanish, salut. J'étais avec Nordin au téléphone, Caracas, il m'avait dit que la connexion était mauvaise à Alger. Bon, je sais pas. Écoute, ça dépend des quartiers. Moi, Partir. j'avais une mauvaise connexion il y a quelques mois, et là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Même pour l'IPTV, ça a Ouais. l'air d'aller mieux. On n'a pas encore la fibre, ils ont installé les tuyaux pour passer la fibre, mais on n'a pas encore la fibre. Mais bon, en ADSL, ça a l'air d'aller beaucoup mieux que ça ne l'était il y a 2, 3 mois de ça, voilà. Mais bon, il y a quand même des fois, il faut que je recette le modem pour avoir, euh, pour avoir une bonne connexion. Alors, Farid, qu'est-ce que vous avez vu la vidéo sur sur la traînée induite? Parce que comme ça avait l'air de vous poser un petit problème, est-ce que ça s'est éclairci? Justement, moi, en plus, c'est une vidéo qui m'était dédiée quelque part. Vous l'aviez faite un peu pour moi. Mais la problématique qui se pose, c'est que j'étais en déplacement hier. Je viens de rentrer il y a à peu près une heure de cela. Donc, je regarde ça ce soir et je vous fais un retour dès demain. Enfin, pas demain parce que c'est mercredi, mais jeudi. Pas de souci. D'accord, ok, c'est Mais juste de pour but en savoir. blanc, d'ores et déjà, on peut dire qu'elle sera intéressante comme toute vidéo, hein. C'est pas la peine d'en. Il n'y a pas de souci. Si. Non, j'ai essayé d'être le plus, comment dirais-je, le plus didactique possible. Et à partir des tourbillons marginaux, j'ai parlé des winglets et j'ai parlé de l'effet de sol, dont on n'avait pas parlé auparavant et qui est assez intéressant même pour quelqu'un ne pilote pas. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand l'avion s'approche du sol et quand il décolle également. Voilà. On a des petits phénomènes qui sont un peu bizarres et qui peuvent expliquer certains accidents ou certains problèmes qu'il y a eu aussi bien à l'atterrissage qu'au décollage. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle est animée. C'est ça surtout. Les animations sur PowerPoint, oui, ça fait pas mal d'années que j'en fais et c'est passionnant à faire. Alors, j'ai la fibre chemin, j'ai un débit du gars, la connexion est mauvaise, c'est juste. Oui, mais bah, moi, là où je suis allé à la fibre, mais ça marche très bien. Bon, ça dépend, comme disait JB, des endroits et des quartiers. Il faut savoir qu'avec Internet, tout dépend de la distance que l'on a par rapport au dernier nœud d'Internet, au dernier euh, carrefour en quelque sorte d'Internet. Plus on est proche
plus on est proche du distributeur, mieux ça Exact. marche. N'oubliez pas que ça marche un peu comme un réseau de flotte, hein. Plus il y a de personnes qui pompent sur le tuyau avant vous, moins vous avez de débit chez vous, hein. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler des procédures pour éviter un tail strike? Il n'y a pas de procédure pour éviter un tel strike. Il y a à appliquer la technique de rotation. Alors j'explique. On a souvent parlé de V1 et de VR. VR, c'est la définition exacte de VR, c'est vitesse de rotation, vitesse d'action pilote, vitesse à laquelle le pilote agit sur les commandes de vol pour faire lever le nez de l'avion selon une technique spécifiée par le constructeur. C'est-à-dire chaque avion, chaque type d'avion a sa propre technique de rotation. Et c'est cette propre technique de rotation qu'il faut appliquer. Je voulais à un moment faire une vidéo justement sur qu'est-ce qui se passe quand on fait une rotation trop brutale ou quand on fait une rotation trop lente. Et puis bon, c'est vraiment trop compliqué pour le grand public. C'est parce que ça rentre, il faut avoir beaucoup de connaissances sur l'aérodynamique et bien maîtriser le sujet pour le comprendre. Alors j'ai dit, je ne vais pas le faire parce que ça serait trop complexe, trop technique. Mais donc il n'y a pas de technique particulière. Le seul truc, c'est de faire attention à faire la rotation comme le constructeur le préconise. Et à l'atterrissage, pour éviter un tel strike à l'atterrissage qui est plus rare, mais on peut faire un tel strike à l'atterrissage, c'est évidemment de ne pas trop tirer sur le manche pour ne pas trop retarder l'atterrissage du train avant. Voilà. Mais il n'y a pas de technique particulière. Moi, je sais que de toute ma carrière, j'ai vu deux tels strikes. Un tel strike, j'étais pas dans le poste, c'était un équipage qui l'a fait, et un autre où j'étais copilote, et le commandant a posé l'avion, il a tellement tiré sur le manche qu'on a fini par toucher le tel. Enfin, c'était pas, on a juste touché le sabot de queue, mais c'était pas normal. Et parce qu'il a trop voulu retarder le toucher du train avant. Mais c'était pas rien de méchant. Mais sur 727, c'était très facile de toucher, hein, parce que l'avion on pouvait pas aller au-delà de 11 degrés sans toucher le tail strike, le sabot de queue, voilà. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y avait comme ça? Salut Oli, salut. Oui, là, Adam, on en a parlé. C'est l'avion affrété qui a fait le high flight qui a fait une dépressurisation pour une raison qu'on saura plus tard parce que c'est encore en investigation. Donc tout s'est bien passé et sans plus, hein, j'allais dire, c'est un peu normal. Pour une dépressurisation, c'est un peu normal. Si les packs sont sales, si les packs sont bouchés, si les trucs, si les bits débitent pas trop d'air et tout, eh ben il y a un problème de pack, et à ce moment-là, peut-être les deux packs, et à ce moment-là, il y a une dépressurisation, et l'avion manque, les passagers vont manquer d'air, donc l'avion est obligé de descendre, et les masques vont tomber, si ça dépasse une certaine altitude cabine, et les gens vont mettre leur masque jusqu'à ce que, pour avoir de l'oxygène, notamment le temps que l'avion atteigne un niveau adéquat, c'est-à-dire 140, 100, où il est, et continuer à revenir, faire son vol, enfin revenir d'où il vient, ou continuer s'il n'est pas loin. Voilà. Bon. Le plus important, c'est de rester assis, de rester calme, de voir les masques comme ça, parce que ça fait un boom, et si ça fait pas de boom, déjà ça fait quand même un boom dans la tête et tout. Les masques vont tomber en face. Pas de panique, il faut les mettre conformément à ce que les PNC avaient déjà annoncé au départ. Et c'est pour ça qu'il faut la démonstration. Parce que même pour un professionnel, quand il est assis en passager, à l'instant T, ça ne veut pas dire qu'il va se débrouiller. Même s'il est professionnel, fatigue faisant, panique faisant, qu'en sais-je,
Et donc, il faut, et c'est pour ça qu'il y a la redondance. Les PSC font la démonstration. Vous croyez qu'ils le font pour le plaisir? Non, ils le font parce que c'est une procédure. Ils sont obligés de montrer aux gens comment appliquer les masques, comment s'asseoir. Les gens, quand ils voient les PSC faire la démonstration sur le comment attacher les ceintures, des fois ils disent, eh ben, ça sert à quoi? Mais si ça sert, parce que si la ceinture n'est pas bien attachée ou bien pas bien clutchée ou bien si par inadvertance le PSC n'a pas vérifié, s'il y a une turbulence, le passager peut sauter de son siège, par exemple. Les gilets de sauvetage, quand on vous explique, et ils vous disent très bien de ne pas les percuter, le truc, il faut les mettre, attendre les signaux, et ensuite, une fois dehors, percuter. Tout ça, c'est de la redondance, mais les gens ont l'impression que les gens se répètent. Ils se répètent pas, ils se répètent pour la sécurité des gens. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que c'est que le pompage réacteur. Le pompage réacteur, c'est en fait des contre-pressions dans le réacteur. C'est-à-dire que l'écoulement de l'air dans les compresseurs ne se passe pas comme il devrait se passer. Et c'est généralement, alors ça peut être dû à plusieurs facteurs. Il y a un facteur qui ne met pas du tout le réacteur en cause, c'est quand on décolle, par exemple, avec un vent travers très fort. Si vous voulez, à ce moment-là, l'entrée d'air du réacteur, puisque l'air arrive quand l'avion est arrêté et que le vent souffle sur le côté, il y a un phénomène de turbulence qui se produit dans l'entrée d'air du réacteur qui peut provoquer un petit pompage. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand on décolle par vent travers, on ne fait jamais un décollage qu'on appelle un décollage puissance sur les freins, c'est-à-dire on n'applique pas la puissance des moteurs, toute la puissance des moteurs au décollage, en étant arrêté. On fait accélérer l'avion pendant ce temps-là. C'est ce qu'on appelle un rolling take-off, justement pour que la composante de vent soit le plus rapidement possible dans l'axe des réacteurs. Ça, c'est le premier cas de pompage réacteur par vent travers. Et puis, il y a d'autres pompages qui sont liés directement à un problème interne au réacteur. Alors, les problèmes internes au réacteur, c'est généralement les aubes de compresseurs, les ailettes de compresseurs qui sont usées ou bien qui sont éventuellement, si on a une ailette ou plusieurs ailettes qui sont cassées, à ce moment-là, l'écoulement de l'air dans les compresseurs va être complètement perturbé et ça va causer ce qu'on appelle un pompage réacteur. Voilà. Il y a également, on en a parlé aussi, les cendres d'origine volcanique qui vont se déposer sur les ailettes de compresseurs et qui vont en modifier le profil et qui donc provoqueront encore une fois une anomalie de l'écoulement de l'air dans les compresseurs. Voilà. Voilà à peu près les cas de pompage réacteur que je connais en tout cas. Voilà. Sbahi Toufiq, oui, donc voilà, un avion quand il part, enfin un vol commercial, a un plan de vol établi. En vol, il se pourrait qu'il y ait un rerouting, un changement de... Quand le changement provient du commandant, c'est-à-dire pour X raisons, pour raisons opérationnelles, quand il va avoir consulté avec la compagnie pour dire voilà, là oui, il peut déposer un plan de vol en plein vol. Mais là, c'est ça, si tu veux, c'est un amendement au plan de vol parce que le départ, c'est le même, la destination, c'est la même, sauf alternate, sauf s'il déroute. Mais là, il peut, par exemple, s'il juge utile de changer de route, il pourrait demander, et maintenant c'est plus comme avant, c'est-à-dire remplir truc et tout, c'est par ACARS sur les avions nouveaux, il demande par ACARS autorisation, on lui enverra ça tout de suite, copie à la compagnie, copie au centre de contrôle, et quand il n'y a pas de problème de trafic et tout, ça peut passer. Et des fois c'est refusé, des fois on va vous dire non, vous respectez le plan de vol et c'est comme ça. Bon. Mais Il y a un autre cas qui est le cas de l'escale technique facultative. l'ETF, oui. Où on fait un rerouting. Alors, je vous explique rapidement ce que c'est qu'une ETF. Sur les vols longs, enfin disons, les vols longs par rapport à l'autonomie de l'avion. C'est-à-dire si vous avez un avion qui a une autonomie de 8 heures,
un vol de 6h30, c'est considéré comme un vol long, puisqu'il ne vous restera plus qu'une heure et demie d'autonomie. Maintenant, si vous avez un avion qui a une autonomie de 14 heures, un vol long, ça sera un vol de 10 heures ou 11 heures. Voilà. Donc, quand on a un vol long comme ça, il est possible que l'on fasse une économie d'emport de carburant pour prendre de la charge marchande en n'embarquant pas en carburant les réserves de route, c'est-à-dire les 5% de délestage qu'on fait sur le chemin. Et à ce moment-là, on va faire la chose suivante, on va déposer un plan de vol en disant que l'on va faire le point de départ jusqu'à l'ETF, et on marque dans la case 18, on marque subject to in-flight rerouting to such destination. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque, en Boeing 727, nous faisions Damas-Alger. Damas-Alger, compte tenu du fait qu'on avait des vents en face, etc., pour le 727, c'était un vol long, parce que ça faisait dans les 5 heures de vol, 5 heures, 5 heures et quart de vol, donc c'était un vol long compte tenu de son endurance qui était de l'ordre de 6 heures, 6 heures et quart. Donc qu'est-ce qu'on faisait étant donné qu'on avait du vent de face, etc., on partait de Damas avec le plein de carburant et on déposait un plan de vol, en fait, avec ETF sur Annaba. Et on faisait notre vol et on espérait que le calcul carburant que nous avions fait, les paramètres qu'on avait pris pour le calcul carburant, c'est-à-dire l'altitude, le vent, la température, etc., ce qu'on avait pris comme paramètres pour le calcul étaient ceux qu'on allait rencontrer en vol. Et que donc on n'aurait pas besoin de réserve de route pour tenir compte des différences entre les éléments de calcul et la réalité. Maintenant, en vol, on vérifiait notre carburant et on avait une valeur de carburant, une quantité de carburant qui était la quantité minimale à avoir à un point qui était le point critique, donc le point qui permet la descente sur Annaba ou bien la continuation sur Alger. Et donc, quand on arrivait à ce point, soit on avait la quantité de carburant réglementaire pour aller jusqu'à Alger avec dégagement à Annaba, avec dégagement Oran par exemple, ou bien on ne l'avait pas. Si on n'avait pas cette quantité, on se posait à Annaba, on refaisait du carburant et ensuite on redécollait sur Alger ensuite. Si on avait cette quantité, on pouvait continuer jusqu'à Alger et se poser à Alger réglementairement avec la quantité de carburant voulue. Tout le débat était que l'on avait fait le pari, en quelque sorte, que les conditions réelles rencontrées en vol étaient exactement celles qu'on avait pris en compte pour le calcul carburant. Voilà comment on calcule une ETF et voilà un des cas où en fait on reprogramme le vol en cours de route. Voilà. Mais ça c'est déjà prévu au plan de vol. C'est subject to in-flight rerouting to such destination. Voilà. Ouais, alors, oui, Prince, ça m'est arrivé une fois, et encore, c'était sur un court vol, c'était Marseille-Alger, et donc ça est arrivé du côté de Palma, on était pratiquement à la descente, donc on s'est mis directement en descente, et on est rentré sur Alger directement, quoi. Oui, moi j'ai eu aussi une dépressurisation suite à un problème avec les packs, comme disait tout à l'heure Nordine. Les packs ne débitaient plus d'air dans la cabine. Bon, à partir du moment où dans un avion il y a toujours des fuites, comme il n'y avait plus d'air qui rentrait, évidemment les fuites ont provoqué une dépressurisation lente, mais qui n'a pas été problématique parce que nous, à 10 000 pieds cabine, on a eu l'alarme au cockpit comme quoi on avait une dépressurisation. On a traité tout de suite le problème et on a réussi à récupérer la pression cabine, donc il n'y a pas eu de problème. Excusez-moi, d'après les bribes d'informations que nous avons de l'incident justement concernant la dépressurisation, on s'aperçoit dans les bribes d'informations, à travers la presse bien évidemment, on s'aperçoit que le vol a atteint quand même les frontières tunisiennes. Comment expliquez-vous il n'ait pas été dérouté et qu'il soit retourné à l'aéroport d'Alger alors qu'il pourrait éventuellement se poser à Annaba, ça aurait été plus prudent, me semble-t-il, Constantine. Alors là, après, c'est un problème aussi
d'endroits où réparer l'avion. Parce que quand on a ce genre de problème, qu'on a assez de carburant, à partir du moment où on est descendu à, mettons, au niveau 100, donc à 10 000 pieds, il n'y a plus de problème, les gens respirent normalement, il n'y a plus de problème de ce côté-là. Maintenant, j'ai assez de carburant, parce que quand on vole au niveau 100, bien évidemment, l'avion consomme beaucoup plus que quand on est au 390. Hein. Donc, quand on est au niveau 100, j'ai assez de carburant, et à Annaba, j'ai rien pour réparer. Par contre, à Alger, j'ai ma maintenance. Il est évident que la logique veut qu'on rentre sur Alger. Il y a pas de, c'est pas du tout illogique. À partir du moment où la situation est sous maîtrise et qu'on a de quoi faire, il n'y a pas de raison de se poser sur le terrain le plus proche. Voilà. Et Farid, en plus de ça, tu as ils ont leur, donc, c'est des affrétés, donc ils ont leur base à Alger, leur maintenance à Alger, l'ACMI, le contrat d'armes à Alger, la distance, elle est de 200, du côté de truc 212 nautiques, 230 nautiques maximum, niveau 100. Comme disait JB, ça consomme un peu plus. Ils avaient le fuel. Et c'est préférable pour eux et c'est une sage décision, parce que se poser à Tunis, ou là se poser, parce que ça posait aucun problème pour le niveau sécurité des passagers, hein. Faut le savoir. Donc, le fait de rentrer au niveau sur Alger, c'est comme s'il faisait une villégiature, hein. Les passagers respiraient normalement, le vol se continue normalement, il n'y a pas de problème, pas de stress. Au contraire, les passagers vont pouvoir apprécier le paysage plus bas. Et ben, il faisait beau, donc voilà, ils sont rentrés sur Alger, ils ont réparé leur truc, et je pense qu'ils sont repartis le soir même, ou le lendemain, ou je sais pas quoi. Donc voilà. Donc c'est toujours décision captain, concertation avec l'équipage bien sûr, et concertation avec la compagnie, sa compagnie à lui. Parce que obligatoirement il envoie un ACARS et ils vont lui dire oui, posez-vous. S'il lui avait demandé de se poser en Tunisie, il serait posé en Tunisie, hein, par exemple. Hein. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on entend au cockpit lorsque les passagers applaudissent. D'ailleurs, on n'a Oui, jamais on entend. Donc, Moi, ils ont je sais payé. que la première fois que ça m'est arrivé, j'étais copilote, j'allais à Jeddah, et les pèlerins, bon, ils étaient tellement contents d'arriver à Jeddah, ils ont applaudi. On l'arrête, ça glace le sang à la balcon, hein, ça fait quelque chose. Après, on s'habitue. Mais sur le coup, ça fait tout drôle. Hein. Attends, on va passer. Red, vas-y, ouvre ton mic, Red. Red Ben. Red Ben, attends. Vas-y, ouvre ton mic. Red, tu as demandé à monter. Appuie sur ton mic, comme ça tu vas ouvrir ton mic. Parce que tu as dit quels sont les autres auxquels. Quels sont les autres? Allume ton mic et dis-le directement, parce que tel que tu le formules comme ça, c'est incompréhensible. Quels sont les autres problèmes? Tu es en train de patiner sur problème. Quels sont les autres problèmes de quoi? Et concernant quoi? La dépressurisation. Là, ça n'avait aucun problème puisque l'avion a dépressurisé. Donc, ils ont fait la procédure. Donc, les passagers étaient safe. Donc, les masques sont tombés, bien sûr. Tout le monde était normaux plutôt. Et ils sont rentrés sur Alger et ils ont changé d'avion le soir même. Donc, il y avait aucun problème. Donc, moi, je t'avais demandé d'ouvrir ton mic pour poser ta question. Donc, mais tu l'as posé autrement. Donc, je pense que tu as percuté. Ok, merci. Voilà. Lorsque les masques, oui, je réponds à y dire, lorsque les masques à oxygène sont tombés, eh ben, il y a toute une procédure pour les remettre en place, parce que ça veut donc dire que les générateurs d'oxygène, parce que sur le 330, c'est pas des bouteilles pour les passagers, c'est des générateurs. Alors là, il y a toute une procédure de remplacement des générateurs d'oxygène, etc., etc. Et même si c'est des, parce qu'il y a deux types de sources d'oxygène pour les passagers. Soit c'est des générateurs d'oxygène, donc c'est chimique, soit c'est
des bouteilles qui sont stockées, c'est des bouteilles fixes, hein, c'est un système fixe, stockées dans les soutes. On a des grosses bouteilles qui permettent d'alimenter les passagers en oxygène. Bon, dans tous les cas de figure, si les masques à oxygène sont tombés, que de l'oxygène a été distribué, bien évidemment, il y a une action de maintenance, soit de recharger la bouteille, soit de changer les générateurs d'oxygène. Je ne sais pas là comment ça se passe, mais enfin, il y a une procédure de maintenance à appliquer, c'est tout. Ouais. Concernant les turbulences de sillage, peut-on savoir donc dans quelle configuration, les effets qui doivent être néfastes certainement, à quelle distance, et voilà. Alors, il y a tout un truc sur la turbulence de sillage. Bon, d'abord, la turbulence de sillage, elle se situe en dessous de l'avion qui la génère. Parce qu'à cause justement des tourbillons marginaux, ça descend, ça tend à descendre. Ça se situe jusqu'à 1000 pieds en dessous et jusqu'à 5 nautiques derrière. Après, l'intensité de la turbulence de sillage est bien évidemment en fonction du poids de l'avion qui est devant, qui génère cette turbulence de sillage. Et la turbulence de sillage existe à partir du moment où il y a génération de portance. C'est-à-dire, par exemple, pour un avion au décollage, il ne générera de la turbulence de sillage qu'à partir du moment où il va quitter le sol, où il va générer une portance. Et à l'atterrissage, c'est pareil, il générera une turbulence de sillage jusqu'au toucher des roues et la sortie des speed brakes, qui va à ce moment-là détruire la portance. Voilà. Il est aussi, quand on décolle, par exemple, ou quand on atterrit, quand on se rapproche du sol, la turbulence de sillage tend à s'éloigner de part et d'autre de l'avion à quelque chose comme 5 nœuds. Et alors donc, si vous voulez, l'avion, mettons qu'il fait 40 mètres de large, la turbulence de sillage va s'écarter à peu près à 5 nœuds de part et d'autre. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on a du vent travers, par exemple, et deux pistes parallèles, il est possible, par exemple, qu'un avion qui génère de la turbulence de sillage sur la piste droite, et quand on a du vent qui vient de la droite, eh ben on va retrouver la turbulence de sillage sur la piste gauche, puisque le vent va déplacer la partie gauche de la turbulence de sillage, va se déplacer vers la gauche, donc vers la piste gauche, et la turbulence de sillage de droite, les tourbillons marginaux de l'aile droite, vont rester plus longtemps sur la piste sur laquelle l'avion a décollé ou sur laquelle il s'est posé. Voilà. Et donc la turbulence de sillage c'est-à-dire par rapport à un vent qui se déclarerait donc sur deux pistes parallèles, la turbulence de sillage gardera son intensité? Par définition, c'est un mouvement amorti, hein. C'est un mouvement amorti, mais elle gardera son intensité pendant 2-3 minutes. D'ailleurs, c'est pour ça que derrière les gros avions, par exemple, quand vous avez un 380 ou un 747 qui décolle, ou même un Airbus 330, on met à peu près 3 minutes derrière, hein, pour laisser décoller un autre avion, hein. D'ailleurs, pour information, la remise des gaz de Marseille, c'était juste derrière un 757, qui a un vortex très important. C'est la hantise de tous les pilotes d'être derrière un 757, parce que c'est l'avion, contrairement au 67 et au 330 et tout, qui a une turbulence en finale, hein. Terrible. Donc la séparation, elle est plus importante que 3 minutes. Et je pense qu'il était closest, et c'est pour ça qu'il y avait cette remise des gaz aussi demandée. Parce qu'il y avait une autorisation d'atterrissage alors que l'autre était en finale et l'autre il allait décoller, et c'était Khalota, quoi. Mais par contre, vous n'avez pas dit, vous avez pas dit, excusez-moi, l'effet sur l'avion qui serait sous dans cette turbulence de sillage. Quels sont les effets? C'est comme s'il était dans un wind shear. Absolument, c'est un wind shear. C'est un wind shear. Vous avez des rabattants, vous avez un cisaillement du vecteur vent qui est très important.
il y a des petits avions qui se sont retrouvés sur le dos, hein, Exact. derrière des avions plus gros. Khalid, c'est bon? Oui, merci. Il faut que je m'assure que c'est bon, sinon on va caisse, parce que sinon tu vas nous engueuler après. Pas du tout. C'est toujours bon de toute façon. Les PNC, concernant les masques à oxygène, les PNC ont deux types de masques. Il faut savoir que dans les avions, là où il y a 3 sièges, il y a 4 masques à oxygène. Donc, les PNC, en se déplaçant dans la cabine pour aider les passagers à mettre leur masque à oxygène, etc., peuvent très bien respirer de l'oxygène sur le 4e masque de chaque PSU, Passenger Service Unit. Le PSU, c'est ce qu'il y a au-dessus des sièges, d'où sortent les masques à oxygène. Et ils ont également aussi des bouteilles portatives d'oxygène qu'ils peuvent utiliser pour avoir de l'oxygène en permanence. Voilà. Ils doivent s'attarder sur une personne. On se déplace. Exact. Voilà. Mais à leur siège, il faut savoir qu'à leur siège, ils ont leur truc, hein. Ils ont leur masque aussi. À leur siège, c'est-à-dire, quand ils sont à leur siège attaché, ils ont leur masque. Et s'ils ont été dépassés, voilà. Salut, Beligou. Bonjour tout le monde. Al-Hajj Berigo, pour répondre à comment il s'appelle, il y en a un qui parle de cet avion, c'est The King of DZ Roads. Hajj Berigo, il a piloté le 130 Victor Hotel Lima. Oui, il en a fait. Alors, il peut vous en parler. Ah oui, Hôtel Lima, oui, je connais bien. Ah oui. Bonjour, Hajj Berigo, bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai pas eu le temps. Excusez-moi du retard. Hein, j'ai brûlé les feuilles mortes. C'est bien. C'est bien. Pas que les feuilles, même les branches. Charles, Même les branches. Et les feuilles mortes, elles se ramassent à la pelle. Hein. C'est ça. Et tu... Quelle est sa question, le Hôtel Lima? Il y en a un qui dit, monsieur, avez-vous déjà piloté le L100, bon, 130. Le L382G, Voilà. c'est le truc civil, oui. Victor Hotel Lima. Voilà. Oui, je l'ai piloté, l'Hôtel Lima. Oui. Il a même fait des loopings avec. L'Hercule. Non, j'ai fait du parachutage. Voilà, oui. À Vichy, Ah, en c'était 92. Ouais. Il y avait Nicolas Hulot qui devait participer, mais à la dernière minute, il a décidé de se marier. Alors, tu vois. Contre qui? Ah ben, avec ce qui s'est passé après, je ne peux plus le dire. On n'a plus confiance en personne. Et l'Hercule aussi faisait l'émission pour le Paris-Dakar, c'est bien ça, hein? Oui. Il a... Une fois, c'était Bouche-Behler, moi. Je crois que c'est... Après, j'étais sur 27. Je ne pouvais plus faire la Bicalif. Il y avait Jafar aussi qui en a fait aussi. Jafar, il a fait à Boufarik. Non, Jafar Ben Hamza, il avait fait à... Ah, Ben Hamza, oui. Je pensais que tu parlais Jafar Ta'a Masqat. Jafar, il en a fait le Paris-Dakar. Zougari, c'est 130. Vous passe le bonjour, Tahia Khmis al-Khashna. Zougari, il est de ma promotion, hein. Oxford 73. Tahia, mon colonel. On l'appelait Reban. Vous nous dites que le Hajj Berigo, Tahia Reban. Oui, Zougari, c'est un pote. Il dit dans la cabine des masques. Moi, dans le poste de pilotage, c'est des masques. Bon, c'est pareil, hein, c'est des masques à pose rapide en ce moment. C'est-à-dire, tac, quand il y a la dépressurisation, d'ailleurs, c'est avec une main, tac, il y a 2 clutches, appuyez dessus, les élastiques s'ouvrent, même avec les googles d'ailleurs, et ils se posent rapidement. Même pour les gars qui portent des lunettes de vue, peuvent poser le masque à pose rapide et s'occuper à faire la procédure. Donc ça nécessite pas, si tu veux, une manipulation ou un truc, c'est baisser, tac, tac, pause rapide.
Pour ça, il va falloir peut-être un jour. Bon, la vidéo d'hier, bon, ben, je vais enlever un extrait du poste. Je pense que j'avais filmé du côté du masque à oxygène du poste. Mais il y a une vidéo de Mourad Amraoui dans le truc, je pense qu'il en a, du cockpit. Je pense il avait posté une vidéo comme ça dans ce sens. On peut trouver ça sur Internet, des photos des masques à oxygène, poste de pilotage, il n'y a pas de problème, hein. On appelle ça des pauses rapides de glitch comme ça. Quick donning masks. Voilà. Riyad, oui. Riyad, une fois. Riyad, deux fois. Comme dirait quelqu'un dans le TikTok. Oui, Nordin. Oui, Nordin. oui. Salam alaikum. Ah, Riyad Rgad. Alaykoum Oui. salam. Salam. C'est Riyad, c'est ça. C'est Oui. Riyad, c'est. Salut Nordin. Oui. Salut Nordin. Salut. Tu as reconnu Salut tout le monde, oui. JB. Commandant Vialin. Salut. Il y a Beligou Hassan. Oui, bien sûr, Haj Baligo. Ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui ne t'ont pas reconnu, peut-être, je vais te dire Bonjour, c'est commandant Rgad Riyad. Celui qui était en Algérie, ensuite il a été chez Khalifa, ensuite Tassili. Il est sorti à la retraite de chez Tassili en tant que commandant de Bon RNG. Oui, exactement. Ça fait 3 ans que je suis sorti en retraite. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir. Wallah, ça fait plaisir de vous entendre. Eh ben, c'est bien, nous aussi. Ça se passe bien, ça Ouais. va? Tes filles vont Eh bien? ben, ça va, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Eh ben, plusieurs fois, j'ai essayé de rentrer le site et je n'arrivais pas c'est-à-dire, j'ai pas réussi à rentrer. J'ai pas réussi. Ben, pour le faire, il faut faire des follow, il faut suivre, il faut mettre suivre, follow, et là, tu auras la notification et tu pourras. Et où est-ce que j'appuie sur follow? Win pour appuyer sur follow. Là où c'est rouge, il y a écrit suivre, follow. Tu mets follow à JB Mourad, tu fais un follow et tu auras les notifications quand on est en live. Tu auras la notification et tu pourras accéder directement. Nordin, j'ai la page, mais il y a pas de follow. Il n'y a pas écrit follow. Attends, Non, Riyad, moi non plus, je ne l'ai pas, hein. quand tu vas Ah, sur, d'accord. sur mon profil, ils vont te proposer suivre, c'est-à-dire follow, suivre. Moi, nous, on t'entend. Riyad, ferme ton micro, tu C'est un smartphone, hein. Eh ben, tu appuies sur micro. Appuie sur micro. Voilà. JB, vas-y. JB. JB, il est carrément figé là, donc c'est possible qu'il ait un problème de connexion, hein. Il va se défiger, il va se défiger. Il va se défiger. Attends, on va le défiger comme ça. Je vais le mettre là. Il va. JB, appuie sur ton micro. JB, descend, remonte. Ou non, c'est pas la peine de descendre. Change de page seulement. Change de page. Tu changes la page, tu reviens. Salut Kader Ben. Voilà, il va remonter, JB. Pendant ce temps-là, Nourdine, tu as oublié la procédure la plus élémentaire de l'aviation. Tu t'adresses à JB qui t'entend pas. Alors tu lui dis transmitting blind. ensuite, non mais attends, oui, il nous entendait, je pense. Il était jammed, il nous entendait, mais il n'arrivait pas à un truc, donc il est descendu. Ben, même s'il nous entend, on ne l'entend pas, il parle pas. Donc même s'il nous entend, transmitting blind. وانا بغيت تخدمني على بغيت تخدمني على Nordin, وي رياض Nordin. وي Wallah, c'est une bonne idée que tu as eue. Wallah al-Azim. سي با موا كي سيت ايدي سي طاح الوحي Avec le ouais, en tous les cas, c'est une idée formidable. Non, Le fait, bon, c'est la première fois et ça fait plaisir
d'entendre des gens avec qui on a volé et tout. Ma Haj Baligo. Ah oui, Ntaya Tani qu'on a volé sur 37. Ouais. Les Il y a Américains, que, il y a que commandant Vialin avec qui j'ai jamais volé. attends, il va falloir le rechercher parce que je pense que c'est vrai, tu as raison, Farid. Je pense qu'il a eu un problème de connexion, donc il doit resetter le système. Il est en train de resetter le système, sûrement. Nordin, Oui. j'ai vu tout à l'heure sur le Facebook un avion qui partait sur Istanbul. Il a eu un problème de dépressurisation. High fly. Mais finalement, je sais pas, peut-être que tu es au courant. Ah non, je suis pas au courant. J'ai High pas fly. suivi. C'est high fly. C'est l'avion affrété, le 330. Affrété. Ah, c'était un 330? Ouais. Il y a eu des trucs comme ça. Même en Algérie, ils ont eu sur Constantine Lyon. Bon, c'est des choses qui arrivent, tu le sais très bien. Ils ont eu des Oui, bien précipitations, sûr. ils sont descendus, ils sont rentrés sur Alger. Ils ont pris la décision. D'accord. Et donc, Ah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. il n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Nordin, Oui, ça te manque pas le 330? non, pas du tout. Rien ne me manque. C'est le poste de pilotage qui me manque. T'as le rigolade, Bark. Ou là, le simu. Je t'ai dit, Ah, d'accord. je suis rentré avec Nordin, avec Nono Zagay, je suis rentré sur Oran. D'accord. Voilà, et c'est tout. Hein. C'est l'ambiance qui manque. En fait, c'est pas le travail en lui-même qui manque. Hein. Oui, c'est Je voulais vous poser la question, Captain Ekebir. Vos voyages se font systématiquement, dans la mesure où la destination est faite par Air Algérie, se fait automatiquement sur Air Algérie et si elle se fait automatiquement sur Air Algérie, vous faites le voyage automatiquement, encore une fois, dans le cockpit ou vous prenez d'autres compagnies? Non, je vais t'expliquer. Riyad, parce qu'il y a un retour. Riyad, mets ton micro sur off, s'il te plaît. Parce qu'il y a un retour. Bah, merci, Riyad. Non, Farid, les pilotes en fonction ou à la retraite ont des GP, ce qu'on appelle les GP, des gratuités personnelles. Bon, quand tu es en fonction, il y a même des RN, c'est des trucs, c'est des billets volants, trucs pour voyager. C'est comme ta sabre SNCF, qui a le travail et tout. Mais quand tu es à la retraite, tu as des billets, ce qu'on appelle des R1, R2, R3, tu as 90%, 50% et trucs. Mais c'est réservable. Tu achètes ton billet en ligne avec Air Algérie ou là au niveau de l'agence et c'est réservable. En général, quand il y a de la place, tu as ton truc, ton siège. S'il n'y a pas de place, tu demandes le jump. Le jump, en général, il est accordé généralement pour les personnels navigants qui sont à la retraite. Il n'y a pas de problème parce que les gens, quand on sort, bon, les gens ils te connaissent et tout. Moi, personnellement, quand je voyage et quand c'est des cops, vu que je suis comment bon, à la retraite et tout, je peux aller au poste. Donc voilà, je peux aller au poste. Voilà, donc, mais c'est pas systématique. Attends. Je pense qu'il a été déconnecté. Donc je lui ai repartagé donc il va appuyer sur partage. J'ai partagé le truc. Donc ça va sortir chez lui. Donc voilà, si tu veux, c'est réservable, c'est des billets réservables, hein, que ce soit en première ou là en économique. Et quand il n'y a pas de place, on sollicite le jump. Et généralement, c'est accordé. Sauf si, par exemple, le gars ne te connaît pas trop ou de la haja, il va te refuser. Mais Mourad, il acceptera toujours. Mourad, il est là dans le chat. Salut. Il est là, il ne veut pas monter. Ah, il est là, on va l'inviter. Salut tout le monde. Salut, Mourad. Slamtek là, Slamtek. Merci. توحشتكم نوردين. Il était en Salut Mourad. libération. غير نوردين ها. Salut Salut. Mourad. Salut Mourad. Salut Baligo. C'est Mourad. C'est Riyad Tawaran. Salut Riyad, واش راك؟ Comment vas-tu? Ça va, tu vas bien? Et toi? Eh ben, je suis toujours les posts que tu fais sur Internet avec les Voltac. C'est des Alors, vidéos regarde, très jolies. regarde, ce n'est pas un site de rencontre. Hein.
Donc tu mets D'accord, ton micro s'il te plaît d'accord. sur mute, parce qu'il va y avoir des questions, il va falloir qu'on Ah, réponde. d'accord, d'accord, d'accord. C'est plutôt technique. Oui. Ça, معليش نقول له السلام عليكم معليش مراد. Non, ça, Salam Riyad, comment vas-tu? on peut l'appeler en aparté. Eh ben, On peut lui dire. يعطيك الصحة مراد يعطيك الصحة. مراد Allez, mets ton مراد micro mute. مراد. Oui. Non, برك je voulais te saluer puisque قال لك نوردين il faut parler technique. Donc نهضروا غير technique. Oui. Ah, ya khlas, ok. Salut Nordin, vous m'avez tous manqué. Bonjour Morad. Salut Berigo. Salut, Captain Amraoui. ندير بالي خلاص. Salut, شوفني هذا نور الدين هذا. Salut Khador. Et pour votre famille, il y a les mêmes avantages pour voyager? Oui, pour l'épouse et, si tu veux, épouse et ascendant quand il y en a. Mais les descendants, à partir de 25 ans, ils n'ont plus le droit au billet. Justement, je voulais poser une question juste à Berigo. Parce que lui a fait partie d'Air Algérie un temps, il a changé de compagnie, il était sur Qatar Airways. Est-ce qu'il a bénéficié par la suite de la gratuité, la semi-gratuité, parce qu'on va pas dire la gratuité, la semi-gratuité, voilà. Semi-gratuité de quelle compagnie? Algérie, Air Algérie. Rien, zéro. Même pas Où est la salam mieux? alaikum. Où est la mieux? Où est la mieux? 21 ans, 75, 95, chouï. Rien. Même pas bonjour, même pas au revoir, rien. Je peux confirmer que tu as toujours payé tes billets. Et je prends Air Algérie et je paye full fare. Tout le temps. Alors, ça, tu as mieux. Ataria, c'est pas la même chose dans toutes les compagnies, de toute façon. Non, Mais- Qataria, j'ai pas fait les 15 ans pour pouvoir bénéficier des billets. D'accord, il faut faire Mais 15 je ans. les ai pas à Riyad, mon fils. Ok. Donc je peux aller dans n'importe quel point du monde, quel point du globe, battle. Voilà, parce que ton fils est chez Qataria, voilà. Voilà. Alhamdoulilah. Bon, il n'a rien fait pour, mais c'est pas grave, vas-y, on continue. Parce que c'est pas le live qui est dédié pour ça. Maintenant, je l'ai vu, voilà. Ça va Nordin? Oui, super, et toi? Ça va, bah hier j'ai fait. Salut JB. Est-ce qu'il a encore le problème de code? Ah, ça, il est fait. Morad. Eh ben, hier j'ai fait la 1004-1005 et à l'atterrissage on a percuté des oiseaux au toucher. Ah ouais, hein? Et Ouais, alors? on a eu, eh ben, on a eu la visite de l'aviation civile française avec prise de photos, inspection de l'avion et tout. Ils ont tout vu de la tête. Beaucoup plus de peur que de mal. Vous avez percuté quoi, Mourad? Vous avez percuté Des quoi? oiseaux, des oiseaux, des oiseaux. Ah, d'accord, d'accord. Peu importe la classe, même. Bon, là, tu as eu un problème. Ah, il va venir. Voilà. JB, je crois qu'il y a un problème de connexion. Ah, mais il va résoudre ça. Parce que je pense qu'il a recetté le système et le temps que ça donne. Tac. Sinon, moi, Ça va, je reviens par la petite porte, comme tu le sais. Hein. Tu rigoles. Salut JB. Salut Morad. Comment vas-tu? Ça va, ça va. attends, je vais te remettre mon modérateur parce que tu nous avais. Moi, j'étais que, tu sais, après 3 jours d'absence, ça y est, là, j'enlève les modérateurs. Hein. Oh, y a pas de souci. Il vous remet modérateur, mais soyez modéré. Voilà, parce que les mecs, c'est Morad, il a la gâchette facile. Il aime tout le monde, c'est ça son problème. Le problème, c'est pas qu'il aime tout le monde. On peut aimer tout le monde, mais pas n'importe quoi.
Moi, je Au te TEM. remettrai après, Mourad, parce que dans le truc, j'arrive pas à te trouver. Hein. Pas de souci. Peut-être qu'on a fait aussi aujourd'hui un stage avec Boeing sur le TEM. Oui, tu nous avais parlé de ça, oui. Alors, qu'est-ce que ça a donné? C'est bien passé, c'est très bien. Alors, mais moi, la bêtise pour les emmerder un petit peu, je suis rentré avec casquette Airbus. Pourquoi tu fais dans la provoque? Bah, il faut. Non. Ah, ça. Donc, moi, ils n'arrêtaient pas de nous parler Boeing. Alors, on a parlé Airbus, je suis on les a emmerdés. À quel endroit? C'était Au moteur, non, niveau, c'était pas moteur. non, non, au niveau du radom. Ouais, ça va, c'est un moindre mal. Ça va. Et, et donc, bien sûr, ASR, truc et tout ce qui s'ensuit. Ouais, oui, oui, oui. Ouais. Mais il était bien gros, hein, je te dis pas. On avait le droit. Bon, l'oiseau était bien gros. Si vous avez vu Captain Kébir, il y a EH Riyad qui est monté, mais apparemment, je sais pas si vous l'avez vu. Je vais lui donner la parole maintenant. EH, Riyad, vas-y. Riyad. Oui, Nordine. Non, non, j'ai Riyad avec I. Riyad avec Y. Mets ton micro sur mute, s'il te plaît, Riyad. Riyad, Mar, si je vous le dis, je sais pas. Vas-y. Riyad. Allez, je pense qu'il va prendre Borak Airways. Bon, ben, après, on va demander ce que c'est que Borak Airways. Mohamed, est-il vrai que les réacteurs du 37 ne sont pas adaptés à ce type d'appareil? S'ils n'étaient pas adaptés, ils les auraient pas montés. Hein. Non. Le problème qu'il y a eu avec le 737 MAX, c'est que dans certaines circonstances, bon, qui seraient un petit peu trop compliquées à expliquer, il faut savoir qu'un avion, lorsqu'il est à basse vitesse, avec poussée maximum au décollage, grande poussée importante, sa stabilité diminue. Et donc, sur le 737 MAX, cette tendance était assez grande, et c'est pour ça qu'ils ont estimé nécessaire d'installer le MCAS. Le MCAS, qui est un système qui, automatiquement, lorsqu'il détecte une incidence forte, commence déjà à trimer le trim de profondeur vers nose down, vers le nez vers le bas pour empêcher l'avion de décrocher. Très bien. Et donc, quand il y a eu les deux accidents sur le 737 MAX, comme les pilotes n'avaient pas été formés et ne savaient même pas que ce système-là existait, ils n'ont pas compris ce qui se passait, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le MCAS qui était en défaut, il n'y a pas que le fait que les pilotes n'aient pas été formés à ça. Il y a eu que le MCAS a dysfonctionné, parce que sur au moins un des deux avions, ils avaient changé les sondes de perception de l'angle d'incidence, et l'une d'entre elles était défectueuse. Et donc elle a donné un signal qui était faux, tant et si bien que le MCAS a trimé l'avion nez vers le bas, beaucoup trop, et les pilotes n'ont pas compris ce qui se passait, ils n'ont pas coupé le trim, enfin bref. Et ça a été, encore une fois, comme tous les crashs, ça a été une suite d'événements. Mais c'est tout simplement, effectivement, quand on a des réacteurs puissants et qui sont placés sous les ailes, effectivement, lorsqu'on a une poussée importante et qu'on est aux grands angles d'incidence, la stabilité de l'avion est faible, et donc il faut faire particulièrement attention de ne pas rentrer en décrochage. Voilà un peu le principe. Mais ça n'a rien à voir avec des réacteurs qui ne seraient pas adaptés. S'ils n'étaient pas adaptés, ils n'auraient pas monté. Il avait un défaut de conception, le MCAS. Ils l'ont amélioré maintenant. Il n'y avait pas de redondance, il y avait un truc un peu bizarroïde. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pourquoi
m'entendez? Ça se coupe, Oui. Farid, ça se coupe. Ouais, voilà, ouais. Non, c'est moi qui ai changé de page. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les spoilers sont toujours décalés par rapport aux ailerons? Les spoilers sont là pour compenser un phénomène qui est le lacet inverse, adverse yaw. Alors j'explique. Lorsque l'on fait un virage, mettons, on va imaginer qu'on fait un virage à droite. Quand on fait un virage à droite, il est évident que, premièrement, l'aile droite a une vitesse linéaire moindre que l'aile gauche. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ayant une vitesse linéaire moindre, puisqu'elle décrit un rayon plus faible, elle va générer moins de portance, bien évidemment, mais moins de traînée. Donc, en fait, l'aile haute, l'aile gauche, va avoir tendance à générer plus de traînée. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va mettre l'avion en inclinaison? Il aura tendance non pas à tourner vers la droite, puisqu'on l'a incliné à droite, mais il aura tendance à tourner un peu à droite, mais aussi à tourner à gauche. C'est ce qu'on appelle adverse yaw, ou lacet inverse. Cet effet est d'autant plus grand que l'envergure des ailes est importante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sort légèrement les spoilers sur l'aile qui descend, ici donc l'aile basse, de manière à augmenter légèrement la traînée sur l'aile basse, et ce qui va avoir pour effet de lutter contre le lacet inverse. En plus du fait que, en ayant les spoilers qui vont se lever sur l'aile basse, on va diminuer la portance sur cette aile et on va faciliter le mouvement latéral. Ceci étant, donc, on commence par rouler avec les ailerons seulement, parce que si on faisait un roll directement où les spoilers sortiraient exactement en même temps, on aurait peut-être trop le taux de roulis serait éventuellement trop important. Et il faut savoir aussi que sur la plupart des avions modernes, on a deux paires d'ailerons. On a les ailerons extérieurs, les ailerons intérieurs. Et qu'en vol avec volet-rentrée, il n'y a que les ailerons intérieurs qui fonctionnent. Les ailerons extérieurs sont mécaniquement bloqués, en règle générale. Hein. Pas sur tous les avions, mais en règle générale. Justement parce que les ailerons placés en bout d'aile, à haute vitesse, donneraient un taux de roll, de roulis, qui serait trop important. Voilà. Et donc, si en même temps on a les spoilers qui sortent, l'avion va être trop rapide en roulis. Voilà. Merci. Allez, tu me diras quand est-ce que tu voudras faire une qualification de type 330. Hein. Je te jure. Et tu le mérites. Ah, c'est très gentil, merci. Non, tu mérites parce que c'est vrai, parce que tu t'intéresses et que tu poses des questions sensées, tu es assidu. Donc, c'est très important. Ça veut dire que tu t'intéresses. C'est pas seulement que tu t'intéresses, c'est que en plus tu cherches. Et c'est bien ça, c'est bien. C'est bien. J'apprécie, merci. Oui, absolument, c'est très intéressant. Et c'est, en fait, c'est le but de notre live. Exact. C'est de donner des informations aux gens qui ne connaissent pas l'aviation et donc de dédramatiser, d'expliquer ce qui se passe. Et éventuellement, moi j'ai le sentiment que aussi, même pour ceux qui sont élèves pilotes actuellement, on leur donne des informations qui peuvent les aider à mieux comprendre, à mieux appréhender ce qui les attend, etc., etc. Voilà. Tout à fait. Et même, je te dirais encore mieux, même ceux qui sont en fonction, parce qu'il y en a qui n'osent pas peut-être monter, ou là, pour X raisons, ça les incombe. Mais ça les remet. Ils ont l'impression d'être en salle de cours. Et c'est le but. Transmettre à ceux qui sont profanes déjà en aviation et qui auront des notions, continuer dans le truc, dans l'écoute, parce que le fait d'écouter des explications aéronautiques, ne serait-ce que succinctes, sans rentrer dans les détails, parce que c'est un peu compliqué, permet à des gens même qui sont en fonction de se remettre dans le bain. Et ça, c'est important. Ça nous manquait les moyens comme ça, didactiques, dans le temps et tout. Les gens cherchaient à droite à gauche tout seuls, à travers Internet, même pas, il n'y avait même pas Internet avant, il y avait les bouquins, trucs, et c'est fatigant les bouquins. Donc, il n'y a pas mieux que le bouche à oreille. Et la faccia.
Non, et puis moi je dis toujours, moi qui enseigne toutes ces matières, euh, si je devais revoler, je crois que je ferais mieux mon métier qu'avant. Parce que je me suis remis en tête pas mal de choses que l'on finit par oublier lorsqu'on pilote tous les jours. Et c'est toujours intéressant de les avoir en tête de manière à peut-être mieux appréhender le vol que l'on fait. Ceci étant dit, je vais m'absenter quelques minutes pour un Ouais, cérémonial que tu connais, Nordine. Voilà. officiel. Le tea Bonne time. cigarette, bonne cigarette. Non, le tea time, Je le tea fume pas, time. moi, c'est le tea time. Ah, il fait pas, lui, le tea time. Et moi, à l'instar de JB, lui qui te dit, il fera son métier encore mieux, moi, je reprendrai un petit peu les pitreries que j'ai pas eu le temps de faire, même si j'ai passé quand même 40 ans. Voilà. Ça fait des années que je n'ai pas volé, et avec ce live, j'ai l'impression que c'était hier. Oui, tu sais, Kader, c'est comme ça. Euh, je suis à la retraite, ça fait 2 ans, en reprenant ce live, en faisant ce live depuis mars à peu près, avril, on est en train de faire ce live. Bon, c'était timide au début, maintenant il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse, il y a le partage, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai, voilà, c'est comme ça, ça te remet dans le bain, ça te remet dans le... Exactement, je suis en fonction, j'étais en équipage hier, vol d'Alicante. Yassine Gafal, j'étais en fonction, donc j'étais où? J'ai vu les gens qui étaient à l'avant, j'ai vu les gens qui étaient très... Ça, je t'ai pas vu, donc tu étais à l'arrière. Yassine, Ah, t'étais à Oran? je suis rentré hier. Ah, d'accord. Ouais. Tu es là-bas jusqu'à quand? Nourdine, Le temps de régler un petit truc et je rentre. Dommage Nourdine, parce que je passe pas à Oran venant de Jeddah. Quand? Fin du mois. Ah non, 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 c'est trop pour moi. Oui, Léa. Nourdine. Oui. Donc, si tu es à Oran, c'est l'occasion de qu'on se voit, Inch'Allah. Bon, on peut se voir, mais sans Inch'Allah, oui. Si tu me dis Inch'Allah, on ne se voit pas. Parce que Inch'Allah, ça veut dire qu'on ne va pas se voir. D'accord. Nourdine, tu as un problème avec le bon Dieu. Non, pas du tout, mais j'aime pas le ramener à toutes les sauces. Ça, c'est un live technique. Ma kama dakhal. ni Inch'Allah, ni Kallah, ni. Bon, معليش. c'est comme ça. C'est... Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On en parlera en partie. Moi, j'aime pas parler des trucs là. Il est très clair ce live. Par l'aviation. Hadi, tu rigoles. Nourdine, je peux raconter un truc qui m'est arrivé une fois, 37. Puis, au contraire, ça nous intéresse. Un retour d'expérience intéresse tout le monde. Donc, Et c'est un truc très, très intéressant. Et donc, je venais de Hassim Saoud Alger. tu peux parler On décolle très tôt. en arabe, en anglais, comme tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais, on décolle très tôt, Oui. à Tassili. Donc, j'arrive et donc, c'était lever de soleil, c'était juste la visibilité donc, on atterrit. Et quand on a atterri, il y avait des oiseaux qui étaient au milieu de piste. Donc, on a eu le problème avec les oiseaux hadouk. Et en plus de ça, ils nous ont cassé la vanne de décrochage. Eh ben, D'accord? Donc là, je suis parti le bureau de piste, j'ai fait mon rapport. Et d'un seul coup, donc je faisais mon rapport, ce qui s'est passé et tout. En fait, je me suis rappelé avec la vanne qui s'était cassée. Donc, j'ai remarqué qu'elle était cassée. Donc, en fait, je me suis rappelé d'un seul coup l'accident, l'Isra à Paris, t'as le Concorde. Et si tu as vu la vanne de décrochage, elle est un petit peu grande. C'est-à-dire, elle fait au moins 15 cm, à peu près.
Ouais, ouais. Donc, il n'y avait aucun avion qui est arrivé après moi. Il n'y avait donc aucun avion. Donc, je leur ai fait la remarque. Donc, voilà, il y a un truc, c'est la taille d'un couteau, quoi. Bah C'est oui, presque la taille d'un couteau. bah oui, c'est contondant. Oui. Eh ben, راحوا تما لقاوها في le milieu de piste, هذيك la vanne. أنا je me suis dit, بعد شهر كانت قادر كاش ان اكسيدون كيما تاع لو كونكورد. Oui. Tu es d'accord? خي نتايا une barre de fer تدخل في le réacteur. Ah oui. Mais c'était, oui, bah, c'était le matin, tu m'as dit, c'était le matin, donc il n'y avait pas trop de. Bah, ils l'ont enlevé, bien sûr. Ils ont enlevé le follow me dès qu'il l'a enlevé, quoi. Oui, oui. وجابوها لي حتى البيرو de le bureau de piste, ils me l'ont ramené وراوها لي c'est la dimension presque d'un couteau, hein. Oui, 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 oui. Bah, En plus, elle est tranchante, hein, elle est tranchante. Hein. Elle est très tranchante, Captain. Donc, je me suis rappelé d'un seul coup, à la balek. Bon, j'ai fait mon rapport. Bah, تفكرت قلت tiens, هذيك la barre de fer, elle serait très dangereuse pour un réacteur. ouais, ouais. Est-ce que Captain Riyad ou Captain Kebir, Captain Amraoui, Berigo, est-ce que c'est systématique? Je veux dire, un objet contondant au milieu d'une piste, un avion qui atterrirait ou qui décollerait. Bon, au décollage, je pense que ce serait quand même vite repéré. Est-ce que systématique que ça cause des dégâts? Je pense pas. Ça dépend comment l'objet est pris. Qui m'a le Concorde, c'était clair. Il y avait la lamelle qui était détachée de Continental, c'est-à-dire la lamelle qui vient à côté des pneus. Le Concorde, vitesse faisant, quand il était déjà en truc, il a roulé dessus avec le pneu. Ce pneu-là, puis c'était du côté coupant, donc ça a coupé le pneu. Un morceau s'est détaché du pneu, ça a donné un coup se percutant sur le réservoir. Le réservoir commençait à suinter. Le suintement est passé sur les réacteurs. Et ça a fait boule de neige, ça a fait un feu. Et ça a donné le résultat. Donc, là, encore une fois, rien n'arrive comme ça à cause d'une seule chose. C'est un ensemble de problèmes qui peut arriver en même temps ou à un truc, à effet différentiel. Mais cette histoire, par exemple, quand le gars, il percute quelque chose, et même s'il suspecte avoir perdu quelque chose de son avion, la première des choses, il va le dire au contrôleur. Le contrôleur, la première des choses qu'il va faire, il va envoyer comment on appelle ça, voilà, les SSI ou il y a un nom spécial pour pas le follow me, c'est Il envoie flight. un flight, voilà, le yellow car, ou là, le truc rouge, ça dépend des aéroports. Il fait une inspection piste. Et il faut une inspection piste entre deux atterrissages. Ils peuvent même faire ralentir un avion en finale, ou là lui faire remettre les gaz s'il suspecte quoi que ce soit. Il faut une inspection piste dans les aéroports où il n'y a pas le yellow car, je sais pas de quoi. Donc ils enverront les pompiers, ils font une inspection piste. Et s'il y a un objet quelconque, quel que soit l'objet, des fois il y a des animaux, par exemple des animaux qui ont été percutés sans que le pilote ne sache. Presque au lift-off, il percute un renard ou là qui traverse. Il y en a pas mal sur la piste, par exemple, qui traversent comme ça. Ou là, de nuit, des fois les sangliers traversent. Là, ça dépend des endroits où c'est ouvert et tout. Et ils ramassent l'objet et c'est tout. Mais si, par exemple, le contrôle n'est pas averti, si un avion qui arrive derrière, où il décolle, où il atterrit, et qui ne voit pas cet objet, parce que c'est des petits objets, ça se voit pas du cockpit, hein, quand on est dans le cockpit, ça se voit pas de loin, sauf si c'est énorme, ça m'étonnerait. Il y aura des conséquences. Ou il va l'aspirer, si le décollage, par exemple, par le réacteur, et à ce moment-là, les ailettes vont péter, et le réacteur va partir en sévère damage. Ou si à l'atterrissage, probablement s'il va rouler dessus, qui va, avec l'énergie cinétique qui diminue pour le truc, mais là il va le faire lever avec le pneu, ça va donner le coup sur le flanc ou là sur quelque chose. Dans tous les cas de figure, l'inspection piste est de mise quand il y a un truc comme ça.
Ça, c'est le b.a.-ba un petit peu au niveau de tous les aéroports. Bien, maintenant, ils font des inspections régulières, même s'il n'y a pas de choc ni rien. Ils inspectent, je crois, chaque heure ou je sais pas tous les combien, ils inspectent les pistes. Surtout depuis l'incident de Concorde, ils inspectent. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'un objet contendant sur la piste ne peut être dangereux que si le pneu passe dessus, ou le perfore, ou l'éjecte. C'est un FOD, c'est un FOD, Boisa, c'est un FOD. Ouais. C'est un FOD. Ça. Explique ce que c'est qu'un FOD, Morad. Explique ce que c'est qu'un FOD. Oui, c'est un objet qui peut causer des dommages à l'avion. Voilà, Foreign Object Damage. Ouais, object damage, quel que soit le truc. Donc, c'est pas Même obligé. une bouteille, c'est un FOD. Même une bouteille d'eau, par terre, vide ou c'est un FOD. Un sac plastique, c'est un FOD. Exact. Alors, il nous est arrivé, par exemple, de faire un pushback et d'aller rouler pour aller au décollage. Et avec le vent, tu as vu, à Alger, des fois, il y avait du vent qui ramenait les sacs et tous les sachets ou les trucs et tout. Quand les nettoyeurs avions ne font pas trop leur travail du côté de Papa Neuf, ils mettent dans les sacs comme ça et les jeter derrière et tout. Avec le vent, ça ramenait des bouteilles en plastique. Une bouteille, ça va. Mais quelques bouteilles aspirées dans un réacteur, moi, je vais te dire, ça peut faire des dégâts. Ça dépend à quelle vitesse ils sont aspirés, comment, quelles sont leurs consistances. Ça donne un coup sur le. Il faut voir à quelle vitesse tourne le fan, hein. Et ça peut endommager les ailettes. Ça se verra peut-être pas tout de suite, même s'il y a ingestion, mais après décollage, sois-en sûr qu'il y aura un pompage. Justement, Capitaine Ekebir, je voulais vous poser la question suivante. S'il y a injection, on va dire de 2-3 sachets, bon, qui n'endommagent pas le réacteur. Où trouvez-vous les déchets, ces déchets-là? Vous les trouvez dans le réacteur? Il est éjecté par la cuillère? C'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend quel genre d'objet. Si c'est un truc qui font tout de suite, comme par exemple un sachet plastique et tout, à la limite, s'il y a un ou deux, ça va fondre, parce que tu as vu les réacteurs, c'est à les tubes sont à plus de 800 et quelques degrés, donc ça fond tout de suite. Si c'est un objet, s'il est aspiré avec l'impact, la vitesse d'impact, ça peut déformer une ailette ou des ailettes. S'il y a déformation d'ailettes, obligatoirement il y aura un severe damage, un problème, parce que ça va continuer. Maintenant, tu me parles d'objets qu'on va retrouver. Regarde dans les bancs d'essai, quand ils font des essais pour la construction des avions. Ils font ce qu'on appelle, ils bombardent avec le canon à poulet, exprès des gros poulets, des grosses dents. Ils font un canon. J'ai publié une vidéo justement sur ça. C'est bon, tu l'as vu. Et tu as vu où est-ce qu'ils retrouvent le truc. Alors tu vois les trucs à l'intérieur, tu vois les plumes, les trucs. Et c'est pour ça qu'on dit, par exemple, sur une aire de sécurité, sur l'aire de sécurité de l'avion, d'ailleurs c'est matérialisé au sol, une espèce de losange à peu près en rouge. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, il ne faut jamais, même aux mécaniciens, d'approcher un réacteur tournant. Il peut y avoir une aspiration. Ça dépend des avions. Il y a des avions qui t'aspirent à 3 mètres, il y en a qui t'aspirent à 9 mètres. Ça dépend de la grosseur du fan et du réacteur. Voilà, JB, si tu veux. Alors, généralement, la distance du bas du réacteur, elle est minimum 50 cm entre le sol et le bas du réacteur. Exact. Les 50 cm, on dit qu'à partir de là, mais malgré ça, tu vois, il peut aspirer de l'eau le réacteur. Exact. Voilà. Moi, une fois en 37, je faisais un Palma. On a eu un problème avec un réacteur d'indication EPR et même on avait des fluctuations de régime parce que en fait, on avait avalé, vous savez, les petites serviettes en papier antidérapant, les antidérapants qu'on mettait sur les plateaux passagers, les plateaux repas. Il y en avait un bout qui était rentré dans la prise PT2, la prise de pression totale à l'entrée du réacteur, sur le compte du réacteur. Et comme le calcul... Aïe.
Alors je continue pour lui avant qu'il arrive. Le calcul de PT2 sur PT7, c'est-à-dire la prise derrière sur la prise devant, le rapport va être faussé et va donner un EPR déglingué. Bon, il va revenir. Morad, JB, tu as une barre. Change de page seulement, il revient. Change de page, il revient. Qui va se gouler? Voilà. Voilà. Reviens maintenant. Ah là, il est descendu. Vous êtes tous descendus. Morad descendu. Adour, Rahada un appel. JB, on va le remonter. Voilà. Nordin, Voilà. qu'est-ce que tu veux dire par descendu? Je connais. Quand tu dis il est descendu, c'est quoi descendu? Quand toi tu étais descendu, je ne sais pas pourquoi je t'ai remonté. Et tu étais dans le guest. Là, tu es dans le guest. On l'appelle, tu es dans le guest. Il faut. D'accord. Et quand tu décroches ou là, tu es dans le chat en bas. D'accord. Ah, descendu, ça dit dans le chat. Oui, ça ne veut pas dire, mais je vais te descendre à balle réelle. Ah, avec ça, hein. JB, il était sur une multiplication de PT2 sur PT7. Ah, JB, ici, Chapato, Mahamadj. Alors, tac. Nordin, William. هذا تاع le PR, c'est ça, c'est le PR. Le Calcul PR. le PR. C'est ça. PT2, prise de température, PT2. PT2 sur PT2. Il était en train d'expliquer. Attends, JB est en train Ouais, d'expliquer. je vais Ça me rappelle rester sans la Nordin. vidéo. Riyad, mets ton micro sur off. Il est en train d'expliquer, JB. Voilà, merci, Riyad. Vas-y. Attendez, bon. Je vais essayer de arrière-plan écran vert. Voilà. Alors, tac. Ah là là. Et là, et hier, tu me disais, oui, demain le live à Oran, est-ce que ça va être comme ça? Mais c'est même mieux. Alors, Vas-y. donc je disais donc quand on a, si vous voulez, les calculateurs de carburant, etc., fonctionnent en prenant des paramètres dans les réacteurs. Bon, sur le 37, sur le Pratt & Whitney JT8, on avait la PT2 et la PT7, entre autres choses. On avait le N2, etc. Enfin, bref. La PT7, c'est la pression totale en sortie turbine, et la PT2, c'était une prise de pression totale qui était sur le cône du réacteur à l'avant. Très bien. Ben, à partir du moment où la PT2 était bloquée, ça faisait monter le PR, enfin bref, le calculateur de carburant, il ne savait plus trop comment faire, etc., etc. Donc ça posait des problèmes, et tout simplement avec un tout petit truc, un petit bout de papier de rien du tout. Hein. Donc pour vous dire que alors pour savoir, pour continuer avec les FOD rapidement, quand on est dans le handling, comme je l'ai été chez Swissport, on doit faire une inspection complète avant chaque arrivée et après chaque départ de la ZEC dont parlait Nordine tout à l'heure. C'est la zone d'évolution contrôlée qui est cette zone qui est autour de l'avion, qui est matérialisée par un trait rouge sur le parking. Et cette zone doit être inspectée avant l'arrivée de l'avion et après le départ de l'avion. Et on doit enlever tous les FOD, donc on appelle les FOD, Foreign Object Debris. Voilà. Exact. D'ailleurs, vous avez vu des fois quand l'avion se pose, quand il arrive au parking, ils vont tout de suite voir des mécaniciens poser des cônes en plastique, alors en bout d'aile, à côté des réacteurs, pour interdire à quiconque de passer du côté du réacteur, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une advertence, il peut y avoir peut-être une négligence. Et ça, c'est dans le périmètre de sécurité. Et aucun autre véhicule propre qui doit tourner autour, c'est-à-dire catering, escalator, enfin les escaliers, le help qui ramène le malade ou qui reprend le malade, ou même le bus n'est pas dans le truc de sécurité, il est dans le truc de sécurité. Il reste à dehors. Sont autorisés dans la zone de sécurité
que les véhicules indispensables au traitement de l'avion. Exact. Voilà. Et il y a des techniques très particulières. Par exemple, tous les véhicules qui rentrent dans la ZEC, quand ils doivent tourner à droite. On doit systématiquement tourner à droite. On ne doit jamais arrêter un véhicule autrement que parallèle à l'avion. Par exemple, on arrête un trackman, il ne doit pas être perpendiculaire à l'avion, parce que si jamais ses freins lâchent quoi aux caisses, il va rentrer dans l'avion. Donc, on doit stationner les véhicules toujours parallèles à l'avion. Il y a tout un tas de règles de circulation, et pour pouvoir circuler dans cette zone, on détient un permis particulier qu'on passe dans chaque aéroport. C'est un permis de conduite piste. Et si on n'a pas ce permis, on n'a pas le droit de rouler sur la piste, même en dehors de la ZEC, on n'en parle pas. La ZEC, c'est propre vraiment aux gars qui sont qualifiés sur les high loaders, sur tous ces véhicules-là. Mais même sur les taxis, enfin pas les taxiways, les voies d'accès réservées aux véhicules sur un aéroport, vous ne pouvez pas rouler si vous n'avez pas le permis piste. Et véhicule à 3 jeunes, avec le J'aurais juste une dernière question concernant l'ingestion par les réacteurs de corps étrangers. Donc, on parlait de plastique, de bouteilles, de sachets, etc. Vous disiez, Captain El Kébir, que avec la combustion qui est au sein du réacteur, donc ce sera fondu éventuellement, donc il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça n'augure pas d'un problème latent par la suite? obligatoirement. À la longue, oui. C'est comme les calamines, c'est comme autre chose, c'est comme. Mais bon, il y a un réceptacle. Il y a un réceptacle au niveau du réacteur, il y a un réceptacle huile, il y a un réceptacle. Donc, tout corps étranger qui ne pose pas problème aux obstructions, enfin, le truc où doit passer le carburant, l'oil, le tout, ça va rester là. Il y a systématiquement une inspection. Le mécanicien, quand, par exemple, le fait de mettre de l'huile, quand, par exemple, il y a l'huile qui manque, il va faire des rajouts. Quand il ouvre le truc, déjà, il y a des endroits où on voit des choses où il peut, par exemple, ramasser quelque chose. Mais ça, quand c'est insignifiant. Mais je te dis, à la longue, une accumulation d'objets latents posera un problème un jour ou l'autre, ça c'est clair. Mais vu qu'il y a les visites, il y a les transits, il y a des trucs, ça ne risque pas d'arriver en général dans des pays normaux et avec des compagnies qui respectent leurs procédures. Ça peut peut-être arriver là où ils ne sont pas trop regardants sur ces choses-là. Bon, c'est tout. Je dis ça, je dis rien. Bon, mais ici, non. Personnellement, les années que j'ai passées en Algérie, on n'a jamais eu de problème de ce style, c'est-à-dire de trouver des accumulations. C'est comme si tu me disais, par exemple, pour un fumeur comme moi, chronique, si je fais un truc, je vais trouver du goudron. Bon, un jour, ça va me faire perdre. Enfin, mais c'est pas grave. Je l'accepte. Ça, je vais faire râler Dr Cornelius qui est dans le chat. Il a dit, il en rigole parce que lui, il n'est pas concerné par la pneumologie. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, voilà. J'y vais. Salut, salam alaikum. Salut, Kada. Salut Kada. Oui, j'ai un commentaire concernant le Foreign Object. 700, on voit dans les 737, 200 et 100 qui ont certifié d'atterrir des pistes de terre, dirt runways. On voit des pièces de métal à la bas de les réacteurs. هذوك pourquoi على جال هذاك الغبار هذاك باش ما يدخلش هكذا. C'est l'anti-gravity. C'est l'anti-gravity. C'est des vortex dissipators. Donc des dissipateurs de vortex. Parce qu'à l'entrée du réacteur, quand on regarde, par exemple, quand on fait un point fixe, avec un réacteur, si l'atmosphère est un peu humide, on voit ce vortex se créer. C'est-à-dire quand on commence à le faire tourner à relativement haute vitesse,
il y a une telle aspiration à l'avant qu'il va y avoir même condensation, parce que l'air qui va être aspiré, il va se refroidir et donc la vapeur d'eau qu'il contient va condenser. Et on voit à l'entrée du réacteur un vortex, un tourbillon se générer, il devient visible avec la condensation, et ce tourbillon, il prend au sol. Et donc, il est capable, le réacteur est capable d'absorber tout ce qu'il y a par terre. Il joue un rôle d'aspirateur. Et donc, ces tubes qu'il y a à l'avant, ces tubes qu'il y avait par exemple sur l'éco-robéo qu'on avait dans Air Algérie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'air sous pression qui arrive dedans. Il est placé, bien sûr, judicieusement, justement pour briser ce tourbillon qui se passe à l'avant du réacteur. Et moyennant quoi, le réacteur est supposé absorber moins, je dis bien moins, de poussière ou de terre que s'il n'y avait pas ça. Bon. Il y a un deuxième, sur ces avions-là, il y a un deuxième dispositif, c'est sur le train avant, il y avait une palette, il y avait un genre de plaque qui était au niveau des axes de roue avant et qui allait vers l'arrière, et ça c'était une palette qui empêchait la roue avant d'envoyer des graviers dans les réacteurs. Voilà, c'était le dispositif complet. Gravel Protect. Excusez-moi, tout moteur qui se respecte. JB, c'était Air Algérie. Pardon, c'est Air Algérie qui avait lancé l'étude à Boeing avec Lufthansa. Tout à fait. C'est possible. Moi, j'avais cru comprendre que c'était aussi pour Saoudia. Saoudia, et c'est eux qui avaient demandé ça au début, il me semble, hein, enfin, je ne suis pas sûr. JB, ça a été Air Algérie qui a lancé le processus avec Lufthansa. Parce qu'on utilisait des pistes un petit peu bizarroïdes au sud et tout. Voilà. Excusez-moi, je vais reformuler ma question. J'ai dit tout moteur qui se respecte, mais bon, c'est pas la formulation. Je veux dire, les moteurs en général, sont équipés de filtres. Bon, on parle de réacteurs, peut-être que cela est impossible, que peut-être qu'une grille qui serait placée à l'avant ou un filtre quelconque serait ingéré, certainement, vu la puissance de... Oui, je vous écoute, Captain Valens. On peut pas parce que, en fait, une grille qu'on mettrait... Alors, je vais vous dire, les seuls réacteurs, par exemple, les Pratt & Whitney JT8, qu'on avait sur les 37 et les 27, ils avaient à l'avant ce qu'on appelle des guide vanes. On avait un aubage, il y avait des aubes qui étaient fixes et qui orientaient les filets d'air à l'entrée du réacteur pour attaquer le fan sous un angle bien précis, etc. On avait donc ce système de guide vanes ça a sauvé la vie à certains mécaniciens qui ont été aspirés par un réacteur. C'est arrivé chez nous à 2 ou 3 reprises. Le gars, il n'irait pas rentrer dans le réacteur parce qu'en fait, il y avait les guide vanes qui étaient fixes, qui faisaient obstacle. Donc, pour un gros objet comme le corps de quelqu'un, c'est une protection. Mais ça ne peut en aucun cas protéger pour les petits objets. Et l'idée de mettre une grille ou quoi, la grille générerait des turbulences derrière les barreaux de la grille et ça perturberait complètement l'écoulement. Et maintenant, avec la taille que les fans ont atteint, on ne peut apparemment, il n'y a plus aucun réacteur qui ait des guide vanes à l'entrée. C'est directement le fan. Donc, il n'y a vraiment rien qui empêche, mais on ne peut de toute façon rien faire pour empêcher les petits objets de rentrer dans un réacteur. Il y a une question qui vient d'arriver. Vous avez vu Air Algérie à Marseille. On en a parlé. C'est la remise des coûts. Il était derrière un 757. Donc, c'était une erreur de contrôleur qui a donné... Voilà. On en a parlé tout à l'heure, puis Faisal Belek n'avait pas suivi, mais on en a parlé tout à l'heure de ça. Il faut quand même dire que ça arrive très rarement que les contrôleurs commettent une erreur. Hein. Et la preuve, là, tout de suite, ça a été corrigé. Voilà. JB, je t'informe aussi qu'aujourd'hui, la firme Marseille a été fermée à cause du radar qui a été touché par la foudre. D'accord, ok. Et ils n'ont pas de supplétif à ce truc-là, mais Ils ont réduit le trafic de 50%. Ah, d'accord.
Et oui, oui, parce que c'est un passage obligé par là-bas. Pratiquement. Sud-nord, oui. Justement, par rapport à, donc, enfin, on va dire paratonnerre, peut-être, bon, je sais pas si c'est le terme usuel. Justement, pourquoi on s'aperçoit que le tonnerre, donc, tape sur l'avion, donc, en l'air, tape sur les winglets, tape sur les essuie-glaces, on va dire ça comme ça. Pourquoi n'est-il pas prévu une antenne, justement, paratonnerre, qui pourrait concentrer, justement, ces éclairs? Il faut savoir que pour mettre un paratonnerre, je vous signale qu'un paratonnerre, il est relié par un gros câble à la Terre. À la Terre. Voilà. S'il n'y a pas de... Le paratonnerre en tant que tel, s'il n'est pas relié à la Terre par un gros câble qui va permettre de canaliser l'énergie comment dirais-je, de l'éclair, ça sert strictement à rien. Donc comme un avion, on ne peut pas le mettre à la Terre, il y a déjà un problème. Ce que l'on a dans les avions, c'est que nous avons des déperditeurs d'électricité statique. Voilà, qui se situent à l'arrière des ailes, etc., etc. Et ces déperditeurs d'électricité statique vont déjà diffuser dans l'atmosphère toute l'électricité statique dont l'avion va se charger durant son vol, du fait même du frottement de l'air sur le fuselage. Durant son vol, du fait même du frottement de l'air sur le fuselage. Durant son vol, du fait même... Alors, donc, qu'est-ce qui va se produire? L'électricité statique qui est accumulée pendant le vol il y a suffisamment de débit sur ces déperditeurs pour que cette électricité statique soit évacuée. Par contre, lorsqu'un éclair arrive, l'intensité, la quantité de charge électrique est beaucoup trop importante pour que ils font leur boulot, les déperditeurs font leur boulot, mais c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de débit, donc ça tape là où ça peut. N'oublions pas une chose, c'est que l'éclair, c'est la décharge d'un condensateur, tout simplement. Donc, si vous vous rappelez du cours d'électricité, il y a une constante diélectrique pour un condensateur, ce qui fait qu'il est capable de résister jusqu'à une certaine différence de potentiel. Mais au-delà d'une certaine différence de potentiel qui dépasse la constante d'isolation du condensateur, il y a décharge du condensateur, d'accord? Et c'est exactement ce qui se passe en fait. Quand vous passez sous un nuage qui est chargé électriquement positivement et la Terre qui est chargée négativement, tant qu'il n'y a rien qui se passe entre les deux, la constante diélectrique permet qu'il n'y ait pas d'orage, qu'il n'y ait pas d'éclair. Par contre, quand l'avion arrive, il perturbe la constante diélectrique et à ce moment-là, il se prend la décharge dessus. Voilà. Et ça, on n'y peut strictement rien. Mais ça tape là où ça peut. Hein. Ouais. C'est le principe de la cage de Faraday. Exactement, absolument. Que ce soit une voiture ou un avion, c'est la même chose. J'ai dit paratonnerre, excusez-moi, j'ai dit paratonnerre. Bon, j'ai été terre à terre, c'est le cas de le dire. Mais je voulais dire déperditeur, effectivement. Mais c'est vrai que Captain El Kébir disait souvent que l'éclair tapait sur l'antenne de radar. En général. En général. Avant de passer chez Fly with Lila, il y a 57 ans, il y a 11 000 likes. Vraiment. Vous êtes des pingres sur le doigt. Dis-nous que Morad, utilisez votre doigt. Va, Fly with Lila, vas-y. Ouvre ton mic, s'il te plaît. Bonjour. Salut. J'espère que vous allez bien. Oui, bonjour. Oui, en fait, j'ai une question. C'est pas hors sujet, mais c'est un truc dans ce qui concerne le pilote de ligne. Donc, en fait, je vais commencer ma formation en janvier en 2025 chez Aéropyrénées à Perpignan. Et là, en fait, je sais pas si je fais mon ATPL en anglais ou en français. Sachant que mon niveau en anglais, il est, on va dire, B1. Comme tout le monde. Et donc, j'ai peur que... moi, de mon côté, je me suis dit, OK, même si, on va dire, je suis nulle en anglais, mais en fait, c'est bien de le faire en anglais parce qu'après, il n'y a que de l'anglais. Si, par exemple, je veux postuler vers les compagnies étrangères ou... voilà.
Et du coup, je me demande si, enfin, je sais que je vais avoir des difficultés, mais je sais pas la solution. Comment Avant que JB te dise quoi que ce soit, Je peux vous suivre, oui, pardon. avant que JB te dise quoi que ce soit, si tu es à l'aise en français et que tu as envie de faire de la formation en français, tu peux faire ta formation en anglais. Mais fais de l'anglais obligatoirement en anglais au ICAO, hein, obligatoire pour avoir level 4. Parce que Voilà, c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Le français, ben, on le parle tout le temps, mais l'anglais, c'est rarement quand. Oui, mais tu es obligé d'avoir le level 4 en ICAO. ICAO, pas de l'anglais English. Pas de l'anglais English dans un pub ou là. Non. L'anglais qui te servira, c'est level 4 pour rentrer dans n'importe. Minimum level 4, 5 et 6 dans une compagnie pour trouver des jobs ou là, un job ou là. Mais si tu es à l'aise, parce que ça va te poser des problèmes, surtout que tu es à Aéropyrénées, donc c'est en France. En général, c'est en français. Si tu es à l'aise dans la langue, puis c'est ta langue maternelle. Donc, Bah en fait, quand je me suis inscrite en anglais, mais là, je me pose des questions. Est-ce que j'ai fait un bon choix ou pas? Il y a JB qui va te donner la réponse. Regardez, moi, ce que je vous conseille de faire, vous trouverez sur Internet des CBT, Computer Based Training, qui sont piratés et qui sont en anglais. Vous avez ceux d'Oxford, vous avez, enfin, si vous cherchez un peu sur le net, c'est pas la peine d'aller sur le darknet. Hein. Sur le net même, vous allez trouver des CBT qui sont piratés et qui sont en anglais. Regardez-les, voyez si vous comprenez suffisamment pour le faire. Ça sera déjà un premier point pour vous, pour savoir où vous en êtes. Moi, je peux vous dire, j'enseigne en anglais à des gens qui tout comme vous, ne sont pas anglophones avec un très haut niveau. Si vous avez, alors évidemment, il y a un si vous avez des profs qui font bien attention, s'ils utilisent des moyens pédagogiques évolués avec suffisamment d'images, d'animations, etc., la langue n'est pas un problème. Vous les enseignez en anglais, mais si vous avez des trucs qui sont pédagogiques, ça ne vous posera pas de problème. Voilà, c'est tout. Mais personnellement, j'ai trouvé que, alors que moi j'ai fait toute ma formation théorique en français avec l'ENAC à l'époque, je me suis trouvé tout à fait à l'aise de faire ça en anglais, et mes élèves n'ont pas de problème, sauf vraiment des gars qui sont vraiment trop nuls en anglais, mais ça, ils ont rien à faire là. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop de problème. En fait, moi, comme j'ai pas mes bases, j'ai pas les bases aéronautiques en anglais, je me suis dit, autant apprendre et améliorer mon anglais dès le début, parce que quand je vais faire une formation intégrée, donc je me suis dit, autant galérer le début que après être réussi, que de faire toute ma formation en français. Oui, écoutez, alors à ce moment-là, ce que je vous conseille de faire, je ne sais pas avec Aéropyrénées sur quel bouquin ils travaillent, mais vous pouvez toujours vous procurer des bouquins de Mermoz qui sont très bien faits, qui sont en français. Vous prenez la version en français de Mermoz, à moins qu'ils vous proposent Aéropyrénées, je ne sais pas, hein, moi je ne sais pas toujours comment ça se passe, mais vous pouvez toujours faire les cours en anglais, et au cas où il y a un problème, où vous n'arrivez pas trop à comprendre, vous avez toujours le bouquin en français. Voilà. Et vous m'avez dit, c'est où que je peux récupérer les bouquins? Sur le net. Les bouquins, c'est pareil. Sur le net, vous les trouverez en piraté, hein. Pas de problème. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien en privé ou... Est-ce que tu es abonné? Est-ce que tu as un follow avec nous? Oui. Je vous connais, Nordine, je te connais, ça fait un moment. Ah bon? Oui, moi, je connais, comment il s'appelle? Elias, qui est en Algérie, à Boumerdes. Ah oui, Elias, oui. Du coup, je suis déjà montée sur votre live. Alors, tu follow aussi truc, il sera un plaisir de t'envoyer ici quelque chose sous la main. C'est pour ça que je lui ai envoyé un message en privé. Il ne pas un message privé, il est under control. C'est tout. Non, mais regardez,
Oui. Fly with Lila, vous m'envoyez vous rejoignez, vous devenez mon follower. Voilà, d'accord. Et puis à ce moment-là, je vous enverrai. Moi, je les ai les bouquins, mais c'est lourd. C'est lourd. Je peux pas vous envoyer ça. Mais je vais voir s'il y a un lien quelconque. Pas de problème. Voilà. Bah, je vous ai envoyé un message et même je vous ai follow comme ça. Maintenant, ça va être traité. Ça va être traité. Ça va être traité. Et avec ça, c'est Fly with Lila. Elle n'a pas encore commencé, mais elle te dit Fly with Lila. Ouais. Merci Lila. On passe. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Ça a répondu à ta question. We hope one day to fly with you. Hein? Yes. Bah, Inch'Allah. Bon. Ok. Bon, bah, merci. Ah, salut. Bon courage avec Aéro Pyrénées. Merci beaucoup, Mourad. Ciao, ciao. Au revoir. Gérard 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut me chercher ça. Salam alaikum. Bonsoir. Salut. Alaikum salam. En début, qu'est-ce que je peux dire? Merci pour le guest. Donc, je suis très fier d'être vous. حاجة مليحة parmi les concepts toujours كل ما نفوت عليك نقول سي حاجة magnifique. Sincèrement, c'est magnifique. Enchanté encore une fois. كاع اللي راهم هنايا. Vous parlez côté technique de l'aviation en général. ما شاء الله. هذا واش نقدر نقول. أنا بصفتي شغل حاجة مليحة بور ما ولا غير حاجة مليحة ما شاء الله. كاع اللي راهم هنا في القاس. ربي يبارك فيك نور الدين. صحيت. Il faut le dire à Périgou. Il faut le dire à Périgou. Il faut le dire à Violin. Moi, je suis un maillon de la chaîne. Farid Bouazza aussi. Mourad Amraoui. Voilà, c'est grâce à bon, Riyad. Non, Riyad. لا بصح قبل لا يفوت علينا حنا يفوت عليك انت دابور نور الدين باسكو انت هو الشاف. حنا غير رانا موراك حنا غير بالاقل. Là, il vaut mieux t'avoir devant que derrière toi. Exactement. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ascout. Merci, Gérard. Merci, frère. Attends, Riyad. On va terminer avec l'invité de Gérard 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, tu enseignes. C'est bon, Gérard. Merci beaucoup. Hein. Si tu as une question, vas-y, pose-la. Il a un ما شاء الله. لا مادام راني معكم ولا غير ما شاء الله. Eh ben, très bien. Merci, frère. تعرف نور الدين هذه الاكسبرسيون تاعي vaut mieux être devant que derrière. منين جات؟ شكون لوريجين تاعها؟ نو ميراد. مراد سي غوتي ميراد الله يذكره بالخير. غوتي. Oui. أوغلي. Quand ils l'ont fait passer, ils ont fait. Ah, oui, ils voulaient passer avec la France. L'arabe, il vaut mieux que je sois derrière. Mais, très gentiment, tout le monde a ri, hein, même les contrôleurs. Il n'y a pas eu de. On va le dire explicitement. Il lui a dit, la France Gallo, oui, contrôle d'Air France, je sais pas pourquoi vous faites passer l'arabe devant. Ouais. Tant que l'arabe, il vaut mieux l'avoir devant que derrière. Ah oui. Mais la question ne se pose pas avec vous. Vous êtes toujours au... Enfin, le seul truc que je mets, c'est je retourne la caméra pour fumer une cigarette. Donc voilà. Mais je suis devant. Oui. Alors, Riyad, oui, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Non, ce qui me fait plaisir, c'est que pendant un laps de temps, avec le commandant Vialin, j'ai beaucoup appris des choses que j'avais oubliées. Eh ben oui. Ben c'est le but. Hein. C'est le but. C'est formidable. هذاك ما تدخلكش في لا traînée induite ou. Non, ça va. Non, je connais. L'effet de l'incident sur la traînée induite. Il y a une vidéo. Je connais tout ça, mais à force, on arrive à les oublier un certain temps. Oui, mais il vient de publier, il a publié hier une vidéo sur la traînée induite. Exactement.
Bon, Riyad Al-Baki, je le connais, il faut lui parler de induite, ne lui parlez pas de traîner parce que ça va le choquer, mais c'est pas grave. D'accord. J'aimerais vous poser une question, c'est basique, naïve peut-être, mais bon, ça intéressera sûrement pas mal de personnes. Il n'y a pas de souci, je sais que vous allez dire ça. Concernant comment nomme-t-on, bon, en général, donc une voiture, on sait que c'est les chevaux. Comment nomme-t-on la puissance d'un réacteur? Réacteur, on parle de poussée. Poussée, Newton. De poussée du réacteur. La poussée, c'est tout. On parle de poussée. Alors, on parle de puissance. Pardon, la puissance, c'est pour les turboprops et les hélices. Exact. Les avions à hélice, on parle de puissance. Mais les réacteurs, c'est poussée. La puissance, par définition, à partir du moment où on parle d'une poussée, je rappelle que la puissance, c'est une force que multiplie une vitesse. Donc, on va dire un réacteur qui produit une poussée de 10 tonnes. Lorsque l'avion est arrêté sur la piste, on affiche la puissance de décollage, on a une poussée de 10 tonnes, il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune puissance, puisque la vitesse est nulle. Et la puissance va augmenter avec l'accélération de l'avion, et donc on aura une puissance qui sera égale à la poussée, multiplié par la vitesse en mètres par seconde, tout simplement. Voilà. Mais le critère de définition de l'efficacité, en quelque sorte, d'un moteur, c'est la poussée. Un réacteur, c'est la poussée, essentiellement. Merci, donc on parle de tonnes. Non, enfin, normalement, on parle en kilonewtons, en toute rigueur, parce que c'est une force. Donc une force s'exprime en newtons. Voilà. Pourquoi ne pas allumer le radar météo au démarrage? Avant, oui, c'était pas une question de truc, c'était pour les, je vais le dire en anglais, on met pas le radar, on n'émettait pas le radar au sol parce que ça émettait des ondes très importantes et ça affectait à un moment donné les gens d'où pas, je sais pas, les rojones. Donc, pour truc, et donc on disait que ceux qui utilisaient les trucs, les radars, Maintenant la procédure, on le met après la mise en route. Après la mise en route, exact. Et ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Ouais. Ça ne gêne pas et ils ont fait des études. Il faut que la personne soit à moins de 5 mètres, hein, d'après Airbus. Voilà. Bah, on peut utiliser notre terme, on peut dire les culs, hein, sans être vulgaire, les testicules. Ouais, au lieu de dire les cojones, les testicules. Donc ça... Avant, je vais te dire, Farid, bon, là, on est dans un live technique, aéronautique, moi je vais le dire. Avant, on disait aux gens, encore une fois, je ne sais pas si c'est légende ou pas, de ne pas trop utiliser le radar. Et ceux qui utilisent des radars ne peuvent avoir que des filles. C'est-à-dire que ça a touché un petit peu les chromosomes Y. Nanana. Bon, c'est peut-être le cas pour Riyad, il a 2 filles. Moi, j'ai utilisé le radar pendant toute ma vie, 40 ans, et j'ai 2 garçons. J'ai eu 2 garçons, donc apparemment, ça n'a rien fait. Bon, là, il a utilisé à moitié, il a un garçon. Bon. Non, j'ai une fille, Nordine. Depuis quand? Bah, j'ai une fille, la grande, Laetitia. Et ça, c'était avec la première. Ne raconte pas d'ânerie. C'est pas la même chose. Ça, tu utilisais beaucoup le radar. Là, tu utilises après, tu rentrais dans le tas, dans les CB, dans les trucs, tu es devenu un petit peu Grandizer. Nordine, donc tout ça, c'est les effets dans les micro-ondes. Si tu veux, oui, le micro-ondes aussi. Toutes les ondes émises par un système à ondes, bien sûr, affectent l'être, que tu le veuilles ou pas. C'est pour ça qu'on te dit, par exemple, dans les trucs, les IRM à force truc, c'est pas bon à répétition. Les scanners, pareil. Même les scanners portiques. D'ailleurs, rien que pour l'anecdote, des passagers qui ont des pacemakers, des piles ou là, des trucs et tout, là, des objets métalliques en titane sur les jambes et tout, on leur dit, c'est-à-dire il faut faire gaffe. Là où il y a émission d'ondes, il y a perturbation du système ou immunitaire ou body ou ce qu'on l'appelle comme on veut, je ne sais pas.
Pour les navires, les radars X-band, c'est 9 GHz. Oui. Norden, le micro-ondes a été inventé grâce au radar, hein, suite à un incident dans un labo. Exact. Ah, j'y te confirme. Exact, exact. Comme la tarte tatin. Comme la tarte tatin. Comme la tarte tatin. Andriotti, tu insistes beaucoup sur le truc Air Algérie. Air Algérie n'a pas changé d'avis. Elle avait opté pour un truc, maintenant elle a opté pour autre chose. C'est une compagnie qui a droit quand même de commercialiser avec les autres. Si elle a changé d'avis, c'est pas parce qu'elle a un truc, c'est qu'elle a changé d'avis, parce qu'elle a fait une étude peut-être, où les 350 pour X raisons qu'on avait expliqué pendant plusieurs lives, parce que c'est des avions monoblocs et que, pour la maintenance, c'est un petit peu plus compliqué, et que. Donc tout ça, c'est le commercial un petit peu qui décide, c'est le bureau d'études qui décide, voilà. Donc, s'il change d'avis, ben, tu sais, même avec ce qui se passe, et ce qui s'est passé avec Boeing, il semblerait que même il y a du retard pour la livraison des 37. Il va y avoir retard. Il va y avoir retard, livraison des 37. C'était prévu, je sais pas, bon, là, 2025, fin 2025. En 2025, ça prend du retard, et même nous, pour les 330, ça prend un petit peu de retard. C'est Ça, c'est les aléas du commerce et des constructeurs. Et qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. On peut rien faire. Je me souviens que Sanders disait que c'était Airbus qui avait changé par H. Non, rien à voir. Non, pas du tout. Non. Parce qu'encore une fois, les 330K Air Algérie, quand elle ramène encore, c'est combien, bon, là, 3 encore? les 330. 6. 6 plus 8, ça fait 14. Déjà, ils peuvent avoir un simulateur déjà sur Alger. Alors, je vais te dire... Il est prévu, il est à l'étude. Hein. Bah, tu vois, donc, déjà, quand tu dépasses un certain nombre d'avions, là, la compagnie a gain quand elle a un simulateur pour ne pas envoyer, parce que comme ça, ce sera sur place pour le récupérer des équipages, pour la formation, éventuellement, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire des qualifications de type au niveau en Algérie, etc., etc. Là, ça deviendra intéressant. Mais acheter des 350 pour dire on a des 350 et ensuite ça sert absolument à rien du tout. On va peut-être voir si Sabri est là. Sabri est là. Sabri. Sabri. Salut Sabri. Salut tout le monde, bonjour. Heureux de vous revoir. Salut Sabri, comment vas-tu? Ça va, tranquille. Eh ben, c'est un plaisir de te revoir. C'est gentil, merci. Salut Sabri. Salut. Salam. Salam. Oh, purée. Alors, c'est quoi la question aujourd'hui? C'est un DL64, hein, Sabri. C'est votre équipage, hein? Ah ouais. Tu peux mettre les DL que tu veux. Ça change rien au schmilblick. La question est, est-ce que tu es prévu faire des programmés pour faire la vaisselle ou pas? Parce qu'on va bien faire. Qu'est-ce que c'est méchant. Allez, je l'accepte. Venant de toi, je l'accepte. Moi, maintenant, je vais faire la vaisselle. Hein. Je vais faire la Non, vaisselle. non, je suis aux opérations de Annaba en partance pour Alger ce soir. C'est Bon vol. Merci. Ne me dis pas que C'est un vol, Sabri. Ne me dis pas que tu vas rentrer avec le père de la massue. Non, la massue, il est à Alger, il fait du simu, là. Ah, bah, très bien. Le père de la massue, il est à l'hôtel. Alors, qui c'est dans le chat avant que je ferme? Qui c'est le père de la massue? Bourzoula. Bourzoula, Le marteau. Le père de la massue, c'est le marteau. Oula, la massue, le marteau. N'oubliez pas on avait Joseph Lahache, hein, on avait Joseph Lahache, on avait Jésus Leblanc, Ouais, Jésus. aussi, hein, n'oublions pas. Hein. Sur ces belles paroles. Oui, mais José H, ça va avec AH. Ça va avec AH.
Merci tout le monde. Bye. Au plaisir. Au Bye, revoir. assalamu alaikum. Inch'Allah, Allez, rabbi. après la خير. Ciao, Journée saïda. demain Merci. Au plaisir. Salut, Au revoir. salut. Merci pour la présence. Merci. Ciao.